Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Rétro Info, donc comme chaque samedi, Rétro Info de la semaine, où nous allons parler de l'actualité de la semaine écoulée. Une actualité tellement touffue que nous ne pourrons pas évoquer tous les sujets. Nous essaierons de parler donc de la tragédie d'Alep, de la mort du journaliste freelance Mohamed Tamalt, de l'affaire dite de Rahmat Rabbi, de Zaïb Tawfiq, de la crise du FFS. Si nous avons assez de temps, nous parlerons de la grève des commerçants de Tizi Ouzou, du maintien très probable de Ali Haddad à la tête du FCE, du retour annoncé de Shakib Khalil. Mais je ne pense pas que nous puissions traiter de tous ces sujets, mais nous essaierons. Et donc, j'ai le plaisir, pour en parler, de recevoir aujourd'hui sur le plateau Nassim Rabhi, financier. Merci d'être avec nous. Zindine Chenna, qui n'est pas encore arrivé, qui devrait être là, universitaire et militant pour la démocratie. Tahar Sisserir, militant pour la démocratie. Merci Tahar d'être avec nous. Et au téléphone, notre ami Farhat Aitali, expert financier. Alors, Tahar Sisserir, cette crise du FFS. Nous allons commencer par cette crise du FFS qui semble vraiment prendre des allures, j'allais dire, de grande purge. Moi, je pense que la crise est une crise démocratique parce que au sein du FFS, avant, les décisions sont prises à partir de la base, parce que c'est la base qui vote, c'est la base en fait qui choisit les orientations du parti. C'est vrai que dans le passé, on a fait certaines propositions qui n'ont pas été acceptées en fait. Par manque de vision ou je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais voilà, parce que nous, on avait proposé en fait de faire au sein du parti des courants, comme ça se passe en fait dans tous les partis politiques dans les pays en fait démocratiques, à savoir en fait d'avoir des courants au sein du parti, comme ça, on ne sera pas obligé en fait d'éliminer en fait des militants qui ne sont pas d'accord avec la ligne officielle du parti. Malheureusement... Je m'excuse de vous interrompre. Moi, j'aimerais que nous parlions des faits. Des faits. Après l'éviction de Rachid Halet, ça a provoqué une grosse crise, puis il y a eu la démission de Haouchiche, c'est ça? Oui. D'accord. Puis non, c'est l'ancien. En fait, c'est l'ancien secrétaire général du FFS qui a été lui, il a démissionné en fait. D'accord. Puis il y a eu donc une réunion une session extraordinaire du Conseil national hier, et donc qui ont zappé, qui ont vraiment. C'est une purge. Hein. Ils ont mis dehors une vingtaine de cadres, et ils n'en ont retenu que 17, parce que tous les gens qui ont un temps soit peu penchés du côté de Halat ont été zappés. Ça veut dire que c'est une crise sans précédent au FFS. Effectivement, en fait, la sanction arbitraire en fait, de Halat, parce que quand on parle de Halat, le problème c'est quoi? On lui est reproché soi-disant, dire le contraire de ce que disait Del Hussein et Ahmed, alors que c'est faux, tout simplement. Moi, je renvoie en fait l'ensemble des militants. Vous pensez que c'est ça qui les dérange, en fait, juste ça? C'est un Vous ne motif. pensez pas qu'il y ait d'autres choses derrière? Moi, je dirais en fait c'est un motif qu'on a essayé en fait d'utiliser pour... oui. Donc, on a essayé de dire, voilà, Del Hussein a dit qu'on m'a proposé en fait de devenir président, alors que Halat disait non, et on lui a proposé en fait d'être plutôt en fait ou devant on s'est servi de ça plutôt, hein, pour le rendre antipathique aux yeux de la base. Voilà, mais en exactement. fait, il y avait d'autres choses derrière. C'est les élections qui se profilent à l'horizon, les cooptations qui commencent, chacun qui veut placer ses petits potes. C'est plutôt ça, d'après les vrais militants, les vrais leaders du FFS. Effectivement, c'est une crise démocratique parce que au sein du parti, en fait, il y a des éléments qui ne comptent pas en fait lâcher la structure du parti, parce que c'est ce qui les intéresse le plus, pas les militants, pas
pas en fait les idées, pas les propositions, pas non, eux ils ne sont pas intéressés par ça. Bien au contraire en fait, ce qui les intéresse en fait, c'est de maîtriser en fait l'appareil. Et voilà le souci c'est ça. Donc deuxièmement en fait, quand on envoie un député du FFS assister en fait à une réunion de l'OTAN qui est en fait contraire à la ligne du parti, contraire aux convictions en fait de tous les militants du FFS, parce que l'OTAN c'est une structure c'est les antipodes de l'international socialiste. Voilà. C'est tout à fait. Moi, je ne comprends pas comment on peut envoyer un député assister en fait à cette réunion de l'OTAN qui est un instrument en fait de domination, un instrument de mépris du peuple, un instrument en fait de destruction. Donc voilà ce qui dérange, parce que le FFS, parmi les principes en fait directeurs du FFS, c'est donner en fait au peuple du monde sa souveraineté. Donc, et Aït Ahmed a lutté pendant plus de 70 ans pour que les peuples disposent d'eux-mêmes. Nous allons demander à Farhat Aït Ali son avis sur la question. Farhat Aït Ali, cette crise du FFS, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Franchement, si Jamal n'étant pas militant du FFS, ni d'ailleurs d'aucun autre parti, je me sens un petit peu pas habilité quelque part à prendre position dans une crise interne à un parti légal en Algérie. Non, pas position, juste votre avis sur la crise. C'est quand même le plus grand parti d'opposition, ou du moins selon certains, celui qui fut le premier parti d'opposition, et donc qui est en train en ce moment de subir une grande crise. Et donc, nous voudrions avoir l'avis d'intellectuels tels que vous sur cette débandade, sur cette débâcle, j'allais dire. Je vais donner un avis qui n'engage que moi et qui vaut ce qu'il vaut. En ce qui concerne le parti du FFS, depuis le décès du regretté Hussein Aït Ahmed, pratiquement, il y a cette erreur que commettent tous les partis algériens de se réclamer d'une ligne, mais sans vraiment adopter la ligne du leader charismatique. Donc j'ai remarqué que pratiquement toutes les équipes en présence se réclament de la ligne de Hussein Aït Ahmed comme une sorte d'héritage sacré, mais concrètement, chacun essaie de colorer un petit peu cette ligne à son goût et selon ses intérêts du moment. J'estime qu'en ce qui concerne le FFS, la maladie est à peu près la même pour tous les partis algériens. Il n'y a pas encore un programme clair et net et précis de gouvernance. Ils ont tous un programme d'opposition. Et un programme d'opposition ne permet pas de représenter une alternative pour le pouvoir en place au cas où, que ce soit légalement ou d'une autre manière. Je n'ai pas encore vu quand même un programme clair de gouvernance avec des propositions concrètes, autres que celles des propositions électorales évasives et franchement destinées à la consommation d'une clientèle politique donnée. Mais au plus haut niveau de la pyramide du FFS, quand on assiste à ce genre de querelle, c'est quand même regrettable qu'on évince un cadre du parti, même s'il y a eu un petit peu une sorte de consensus pour le mettre sur le côté, sans en donner les tenants et aboutissants. Je vois que ça très très mal comme pour l'avenir de ce parti. Mais ceci dit, il ne détient pas une sorte d'exclusivité en la matière. Même les partis affiliés au pouvoir, ils se sont retrouvés à un moment donné de leur histoire, et des fois maintenant c'est devenu vraiment répétitif. On bute à ce genre de problème. Mais Farhat Aït Ali, moi j'ai remarqué personnellement que l'image, la mémoire, le nom de leader charismatique de Hussein Aït Ahmed est en train de devenir quasiment un fonds de commerce, comme à chaque fois qu'un leader charismatique disparaît, tout aussitôt se met en place une sorte de gardien du temple qui marchande, qui monnaie, qui discute en prenant sa mémoire quasiment en otage. Est-ce que ce n'est pas le cas en ce moment au FFS? Dans n'importe quel pays moderne, qu'un parti, même après avoir perdu son fondateur ou son leader charismatique, il ne s'en réclame pas. Un parti n'est ni une zaouia, ni un orchestre philharmonique qui doit reprendre les partitions du grand maître.
Et le FFS était censé avoir des cadres maintenant qui sont censés parler en fonction de leur propre conception des choses. Mais cette maladie-là du zaïmisme qui a été héritée de Messali El-Hadj, peut-être même d'avant, même Messali, il n'a pas sorti ça de chez lui, il a dû hériter ça aussi de quelque chose qui commence à devenir quasi génétique chez nous, fait que quelqu'un qui n'a pratiquement rien à proposer, ni à son parti, ni au pays, prenne en otage une image, une sorte d'image ectoplasmique et même mythifiée du leader précédent pour essayer de reposer toute sa légitimité dessus, alors qu'il aurait pu quand même, la légitimité au sein du FFS ou au sein de n'importe quelle instance, qu'elle soit politique ou de gestion dans ce pays, devrait se faire selon les propositions du moment. C'est en fonction de l'avenir qu'on projette pour les siens et pour ses adhérents, pas en fonction du squat d'une histoire mythifiée. En ce qui concerne Hussein Ahmed, il n'y a pas consensus aussi sur sa démarche au niveau national ou peut-être même au niveau des partis, même si certains ne le disent pas. C'était un homme, un grand homme qui avait le droit de se tromper, mais qui éventuellement s'est trompé à un moment donné de sa vie. Donc je ne vois pas comment on va ramasser pratiquement toute sa démarche comme une sorte de nouveau Coran ou d'une nouvelle Bible avec un gardien du temple qui essaie de s'en servir pour éviter justement de proposer ses propres positions. Et ça, c'est valable pour tous les autres partis de toute façon. Hein. Restez avec nous, Farhat Aïtali. Nous allons à présent parler d'Alep, la tragédie d'Alep. Nous allons voir quelques images et puis nous revenons sur le plateau. Et lorsque souffla le vent du printemps, nous crûmes que le temps des peuples était arrivé. C'était compté sont les forces noires, sont les capacités de la contre-révolution qui nichaient naturellement dans les plis mêmes des systèmes. C'était compté sont les ressorts réactionnaires des régimes qui avaient phagocyté nos sociétés et qui les avaient vidées de leurs forces vives. Ça, où on ne sait plus qui combat contre qui. Et c'est le problème, c'est que diplomatiquement, les revendications, qui sont tout à fait légitimes, de liberté, de démocratie, Bachar al-Assad, pendant 6 mois, au moment où il est arrivé au pouvoir, c'est ce qu'on avait appelé le printemps de Damas, avait un petit peu ouvert les vannes au débat populaire, politique. Et ça fait, nous avons lancé, au fait, une semaine de colère pour Alep, et ça fait une semaine que nous manifestons. Donc, excusez-moi, j'essaye de crier pour faire arriver ma voix vers vous. C'est tout à votre honneur. Et manifestement, ma voix ressemble un peu à la voix du peuple syrien, que personne n'entend. La tragédie d'Alep. Nassim Rabhi, vous êtes un expert financier? Je suis diplômé en finance de marché, absolument. Très bien. Donc, vous venez de commettre donc, un ouvrage, Les politiques monétaires, impact sur le prix des matières premières, édité par Plume en stock. Absolument. Vous voulez peut-être nous en dire quelques mots? Oui, très rapidement. Après, on parlera d'Alep. Je pense que c'est un sujet très important, surtout par rapport à la tragédie humaine qui se passe aujourd'hui à Alep. Le livre, j'essaye de parler d'un paramètre très important qui impacte directement le prix des matières premières, notamment le prix du pétrole. C'est les politiques monétaires des banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, les décisions de sa présidente, Janet Yellen, impactent directement le prix des matières premières. Voilà, j'ai essayé de développer tous ces paramètres au sein du bouquin. Le livre est sorti le 7 octobre en France et depuis maintenant 1 mois aussi en Algérie. Et je suis très heureux d'en parler et je suis invité à Washington le mois prochain justement pour exposer toutes ces politiques de la Fed initiées par la présidente de la Fed. Très bien. Alep alors. Oui, revenons sur Alep. Malheureusement, c'est une tragédie humaine depuis la Révolution, pas que depuis 1 semaine ou 2 semaines. Comme toute la Syrie. Absolument. Oui. Et je pense, et je suis convaincu que le peuple, tout d'abord, on ne connaît pas toute la vérité. Parce que déjà, nous, on est sur un plateau télé et on ne connaît pas la vérité sur ce qui se passe sur place. Et de 2, je pense que le peuple d'Alep, il a le choix entre la peste et le choléra. Parce que je ne pense pas que les rebelles sont des enfants de cœur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Vous ne pensez pas que c'est un cliché? C'est un cliché que tout le monde essaye de véhiculer comme ça, que
la peste, le choléra, les enfants de cœur. Vous pensez que Bachar el-Assad soit un enfant de cœur lui-même? Non, 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 pas du tout, justement. C'est la peste et le choléra. Choisissez pour l'un et pour l'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie urgence. D'abord humanitaire, mais aussi politique. L'urgence politique, c'est d'abord de réunir tous ces pays. Pourquoi attendre le 27 décembre pour se réunir à Moscou? Je ne comprends pas pourquoi il y a une réunion à Moscou. À part qu'il y a des intérêts, bien naturellement, russes, qu'ils essayent de sauvegarder en Syrie. Vous savez que la Russie dispose d'une seule base au Moyen-Orient, elle est en Syrie. Donc je pense depuis très longtemps, la Ligue arabe aurait pu négocier avec la Russie de proposer une autre base Pourquoi au Moyen-Orient. Pourquoi je pense pour débloquer un petit peu la situation. Vous pensez que ce soit ça le principal problème vous pensez que cette base de Tartous soit l'argument des Russes pour intervenir en Syrie? Vous pensez que ce soit vraiment la seule raison? Non, c'est pas la seule vraie raison. Non, non. La raison, elle est double. La première, bien naturellement, c'est cette base, la seule et unique base au Moyen-Orient. Et la deuxième, c'est un signal politique très très fort de la Russie envers tous ces pays pour leur dire que nous, contrairement à la France, contrairement aux Américains, on ne vous laissera pas tomber. Donc soyez avec nous. Ce ne serait pas plutôt cette histoire de gazoduc qui était censé partir du Qatar et de la région pour traverser la Syrie, la Turquie et arriver en Europe et être très très concurrentiel pour le gaz russe plutôt, qui aurait donc fait bouger les choses sans doute. Sans doute, il y a d'autres paramètres annexes. Mais je pense qu'attendre autant d'années pour trouver une solution politique et diplomatique, surtout actuellement. Alors là, on est en train de traverser une période très, on va dire, néfaste diplomatiquement, parce qu'il y a une élection aux États-Unis de l'arrivée de Trump. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de politique aux États-Unis jusqu'au mois de janvier. Donc, pendant 2 mois, il ne se passera plus rien. En France, il y a une campagne électorale. Vous savez, avec tous les problèmes à l'intérieur, déjà, je ne pense pas que le président français va s'engager. En plus, il a commis une erreur il y a quelques années, va s'engager pour la Syrie d'une manière très très forte politiquement, et l'on n'a pas les moyens. Et puis, attendre, moi ce que je ne comprends pas, c'est la Ligue arabe. Pourquoi la Ligue arabe? Pourquoi? Parce que vous pensez que la Ligue arabe ait un quelconque rôle à jouer? Qu'elle pèse d'un quelconque poids? Qu'elle pourrait peser d'un quelconque poids? Réellement? Réellement, non. Mais moi, je me pose juste la question, pourquoi la Ligue arabe ne provoque pas cette réunion, justement, avec les Russes? Mais ce serait formel, ce serait une réunion formelle, qui ne voudrait rien dire, qui n'aurait aucun effet sur les événements. Si, on peut toujours faire quelque chose. Je pense qu'il y a toujours possibilité de proposer pour la Russie d'autres alternatives. Je pense qu'il y a toujours possibilité. Restez avec nous. Votre avis, Tahar Sisrir? Moi, je pense que Moi, je vais essayer en fait de parler de point de vue historique, parce que la Syrie, à la base, a donné naissance à la Babylone. Donc, c'est une grande civilisation. C'est l'inverse plutôt, je crois. En fait, c'est la Syrie. En fait, c'est une ville. C'est l'une des villes syriennes qui a donné naissance à la Babylone. Donc, c'est une tribu de la Syrie qui s'est déplacée à la Babylone pour construire ce qu'on appelle en fait la plus efficace des civilisations. Donc, ce qui est triste, c'est que aujourd'hui, les Européens, les Américains, les Russes, les Turcs, l'Iran, donc ils essayent chacun d'influencer en fait les événements afin de tirer le maximum en fait pour son propre pays. Donc par contre, les revendications démocratiques, la lutte initiale, qui était une vraie lutte du peuple pour le départ de Assad, parce que à la base, la source des problèmes en Syrie, c'est la dictature. Oui. C'est qu'il y a un Assad qui a tout fermé, qui ne laissait pas en fait les populations exprimer leurs besoins ou défendre en fait la démocratie, ou des partis politiques pour proposer d'autres lignes ou avancer en fait la Syrie d'une manière démocratique. Lui, il a fermé tout. Donc la première responsabilité, c'est la responsabilité de Assad. Après, la deuxième responsabilité, c'est l'Europe, qui a essayé plutôt en fait d'avancer pour arracher le maximum, pour le pillage, en donnant des armes à des assassins, qu'après on disait voilà, c'est Daesh.
eux-mêmes, ils ont participé à la daéchisation de la Syrie. Donc, on ne peut pas ignorer ça, parce qu'ils essaient en fait de nous dire comme quoi nous, on défend la démocratie. Non, c'est le contraire, parce que eux, ils ont avancé en fait leurs éléments, et c'est eux qui ont créé le chaos, et ils ont empêché le peuple syrien de s'exprimer et d'avancer avec. Nous allons demander à Farhat Itali. Farhat Itali, voilà donc une Syrie littéralement vidée de ses habitants. Où tout le monde décide, hein, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les djihadistes, le Hezbollah, la Russie, les Européens, les Américains, où tout le monde décide, sauf le peuple syrien, bien sûr, où Alep est en train de tomber, d'autres ils disent être en train d'être conquise ou reconquise, chacun selon sa chapelle. Et le problème est que même pour Bachar, ce sera une victoire à la Pyrrhus, puisque il ne pourra rien, il ne décidera de rien, il n'est plus maître chez lui, le pays est éclaté, des Kurdes, entre Kurdes, chrétiens, sunnites, alaouites, chiites, où le Hezbollah règne en maître, où les djihadistes ont des pans entiers du territoire, où les Turcs ont leur influence, où les Russes sont les maîtres du territoire. Ça veut dire finalement, où est-ce qu'on en est, et est-ce qu'il sera possible un jour de pouvoir s'y retrouver dans ce pays déchiré? Oui, ce pays finira bien par se retrouver un jour, si ce n'est pas dans sa forme actuelle, il se retrouvera sous d'autres formes. De toute façon, les peuples, ils ont toujours cette capacité à rebondir sur leurs échecs. Mais moi, ce qui me laisse perplexe, c'est quand quelqu'un vous parle d'Alep. Alep brûle, Alep est tombé, Alep, mais en général, je n'ai pas encore entendu un Syrien dans cette histoire-là. Tous les gens qui parlent d'Alep qui brûlent, ils sont en dehors de la Syrie, ce n'est même pas des Syriens pour la plupart. Alors elle est tombée aux mains de qui? Elle est tombée aux mains d'un dictateur local. Elle était auparavant occupée par qui? Par une résistance syrienne, dont 90% des éléments ont un curieux accent pour des Syriens. La révolution syrienne a pris une mauvaise tournure. À partir du moment où la révolte de 2011, les rebelles syriens ont cru faire l'économie d'une guerre interne ou d'un conflit ou même d'un arrangement interne en s'alliant avec Nosra, avec leurs cousins d'un peu partout. Ça porte vraiment la signature de l'international islamiste, il faut le dire comme les choses se présentent. Et avec le Qatar qui doit faire passer son gazoduc par Alep justement. C'est pour ça que des villes entières de Syrie sont tombées entre les mains du régime, ou entre les mains de Daesh, et encore entre les mains du régime. Je n'ai entendu personne dire Raqqa tombe, dire Zor tombe ou retombe. Non, mais Alep tombe. C'est pratiquement, on dirait qu'Alep est la capitale de la Syrie ou bien le nombril de la Syrie. Alors que c'est des quartiers est d'Alep qui sont tombés entre les mains du régime, qui jusqu'à preuve du contraire a une armée de Syriens, même s'il a ramené ses cousins et alliés en tout genre. Évidemment qu'il a ramené ses alliés. Quand il y a une invasion à travers la Turquie de centaines de milliers de supplétifs de toute origine, je vois très très mal quand même un dictateur, appelez-le comme vous voulez, qui va se laisser égorger parce que les voisins ont décidé de lui faire la peau en implantant tous les zombies de la terre chez lui. En Algérie, on a eu cette maladie-là, on a eu ce problème-là. Un régime qui était pourri jusqu'à l'os a été contesté par un parti politique au départ, mais après par des groupuscules pratiquement criminels qui eux-mêmes avaient l'appui de l'Orient et de l'Occident. Et évidemment, à quelques grammes près, s'il n'y avait pas eu la fameuse entente de 98, s'il n'y avait pas eu une victoire sur le terrain, eh ben on aurait pu rencontrer des Éthiopiens, des Somaliens, des Afghans, enfin toutes sortes de libérateurs supposés. Moi, je suis quand même curieux de savoir pourquoi François Hollande, qui n'a pas éteint la Tour Eiffel après le Bataclan, il a quand même éteint pour Alep. Pourquoi spécialement Alep? Damas est toujours aux mains d'Assad et jamais ils n'ont éteint la Tour Eiffel. Parce que le fameux gazoduc convenu entre Sarkozy, déjà avant Hollande, et les Qataris devait passer par là. Et ça, c'est une manière de dire aux Russes, allez au diable, vouez votre gaz. Les Russes, ils ont intervenu militairement parce qu'ils ne vont pas se laisser affamer ou mettre de côté par n'importe quelle puissance occidentale ou orientale. Ils défendent leurs intérêts. Il n'y a plus d'humanisme dans cette guerre. Finalement, Farhat Itali,
contrairement à ce qui est véhiculé ici et là, les Russes, finalement, ils ont agi sans état d'âme. Hein. Ce n'est pas par sympathie pour le petit Bachar, c'est parce que leur gaz est menacé. La commercialisation et la distribution de leur gaz est fortement menacée. Si ce fameux gazoduc était passé par la Syrie, puis par la Turquie, puis vers l'Europe, ça aurait été un gros problème pour les Russes. Par ailleurs, c'est millions de Russes. On a rarement vu dans l'histoire un pays où une guerre civile provoque l'exode de 10 millions de personnes en très peu de temps, où 300 000 morts au moins, certains parlent de 500 000 morts, bombardés laborieusement, systématiquement, tous les jours, et cet Occident qui vient éteindre la tour Eiffel parce que Alep va tomber, comme vous venez de le dire, c'est vraiment, j'allais dire, clair comme de l'eau de roche. Vous croyez sérieusement que quand une vingtaine d'armées étrangères viennent bombarder chez vous et des centaines de milliers de supplétifs viennent quelque part dans un pays, c'est par état d'âme, c'est par alliance, c'est pour Nusrat Sunna ou la Nusrat Shia? Vous pensez que les Russes, ils ont quelque chose d'historique à défendre en Syrie? Ils défendent leurs intérêts. Subhanallah, il n'y a pas de raison que Hollande mette le feu à la Syrie pour faire passer son gazoduc et que les Russes ne viennent pas justement faire exactement l'inverse en mettant le feu dans ses fiefs à lui pour faire passer le leur. C'est une loi de la nature. C'est ce qui arrive à n'importe quel peuple qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui accepte une dictature pendant 60 ans, mais après retombe dans les travers de la dictature en faisant appel à toutes sortes d'aventuriers en croyant s'en débarrasser en quelques semaines. C'est ce qui arrive à n'importe quel peuple qui a été soumis à un matraquage idéologique pendant des décennies, si ce n'est pas des siècles. Le Moyen-Orient ne pourra pas se libérer tant qu'il ne s'est pas libéré de ses propres démons. Et les démons qui habitent même les citoyens. La démocratie, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas des citoyens qui eux-mêmes ne sont pas démocrates dans leur vie privée qui vont construire une démocratie où chacun croit dicter ses lois aux autres. C'est un petit peu le cas en Algérie. Moi, quand je suis dans la rue, ce n'est pas évident de rencontrer des démocrates en Algérie, hein. Même dans un milieu familial, même dans les relations entre parents et enfants, entre conjoints et descendants et collatéraux. Donc la démocratie, ça ne tombe pas du ciel. C'est quand même le fruit d'un cheminement historique, d'un cheminement culturel. Je crois que les peuples de la région seraient bien inspirés d'apprendre déjà à respecter le droit d'autrui avant de se lancer dans des aventures censées leur ramener des droits, et le résultat, on le connaît. Ça leur a ramené pratiquement toutes les ambitions de la terre, sauf la leur. Le monde entier a des intérêts à dépendre là-bas, sauf les Syriens qui se sont retrouvés piégés, en train de payer avec la tête de leurs enfants les aventures précédentes de leur régime, et maintenant les aventures actuelles de leur prétendue opposition. Elle est où cette opposition? On va négocier avec qui en Syrie quand Hollande parle de négociation? Avec Nusra, avec Daesh, avec Fatah al-Sham, Ahrar al-Sham. Tout ça, c'est des groupuscules terroristes, subhanallah. C'est qui le chef de l'opposition syrienne en fait? Il s'appelle comment? Ils se réunissent où ces gens-là? Rien du tout, zéro, nada, walou. Alors sur le terrain militaire, chaque fois que les Américains veulent alimenter Daesh... Qu'est-ce que vous pensez de l'armée libyenne, l'armée syrienne libre? Quelle armée syrienne libre? Qu'est-ce qu'il y a à Alep? Il n'y a pas un seul élément de cette armée syrienne libre. Les Américains ont essayé d'en équiper quelques centaines en faisant semblant de les équiper, ils ont livré le matériel à Daesh. Quand les Américains veulent équiper Daesh pour d'autres combines ailleurs qu'en Syrie, ils le font passer par cette armée syrienne libre. Soyons sérieux, elle est où, l'armée syrienne libre sur le terrain? Moi, ça fait 4 ans que je regarde justement toutes les vidéos d'Al Jazeera et compagnie, enfin les alliés de la fameuse armée syrienne libre. De temps en temps, je vois un groupe qui se pointe Al Jazeera se présenter comme étant un chef de cette armée syrienne, mais sur le terrain, tout ce que j'ai vu, c'est pratiquement des subdivisions de Qaïda. Restez avec nous, Farhat Aitali, je reviens à vous dans un moment. Nous venons de recevoir Zinedine Chenna, universitaire et militant pour la démocratie. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors, nous étions en train de parler d'Alep. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire? C'est une rétro-info. Hein. Le samedi, on parle de sujets et d'autres. Oui. De façon assez lapidaire, d'ailleurs. Oui, Alep, comme vous le savez, comme nous le savons tous, c'est une crise, en fait, internationale. Mais il faut être, en fait, pour ne pas dire une crise internationale, c'est un terrain, en fait,
où les enjeux internationaux sont importants. Donc, revenons à Alep. Je voudrais dire quelque chose parce que je ne pense pas que il n'y a pas que Alep qui souffre en Syrie, c'est toute la Syrie qui souffre. Donc aujourd'hui, nous avons un problème très important. Il y a une concentration en ce moment sur Alep. Il y a une concentration sur Alep, mais ce n'est pas vraiment Alep qui souffre en fait. Oui, elle souffre Alep, elle existe cette souffrance. Il y a des gens, il y a des gens tués, assassinés, blessés, etc. Mais il est très important de dire que c'est toute la Syrie qui souffre. C'est comme en fait en Palestine quand on dit on se concentre beaucoup plus sur Gaza et on oublie toute la Palestine. Par exemple, juste c'est un détail, mais concernant la crise à Alep aujourd'hui, il est temps de trouver une solution. Il est temps parce que il y a un silence total de la part de certains pays au monde et il faut dire quelque chose, le seul perdant ou la seule victime dans cette crise, c'est le peuple syrien. Donc il confronte à la fois la dictature de Bachar al-Assad et les extrémistes aujourd'hui qui utilisent en fait le peuple syrien comme un bouclier humain. Il faut le dire clairement, à l'instar de Daesh, ou du Front Nusra, etc. Il n'y a pas que ça, pour vous rejoindre, pour dire à votre moulin. Il y a le peuple syrien là qui est déchiqueté, haché menu, broyé comme on peut. Et de l'autre côté, il y a Hezbollah, il y a les djihadistes, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Occidentaux, il y a tout le monde qui est contre le peuple syrien et qui est en train de le broyer. Il est seul, le peuple syrien. C'est tout le monde parce que c'est une question d'intérêt et en même temps, il y a aussi des enjeux diplomatiques qui sont là. Il y a une chose importante, il y a des pays en fait qui mettent des œufs dans tous les paniers. Donc il y a des pays en fait qui ont au début de la crise syrienne qui commençaient en fait en quelque sorte à soutenir en fait l'armée syrienne libre. Mais la question, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans l'armée syrienne libre? C'est ce que disait Farhat Taïtaï. Vous voulez dire quelque chose, mais très rapidement parce qu'on doit passer aux autres sujets. Je ne pense pas que le début était en fait une révolution qui est venue à l'intérieur de l'armée ou c'était une révolution populaire. C'est un soulèvement. C'est un soulèvement populaire, voilà, parce que moi, je ne comprends pas quand on dit il n'y a pas d'autre solution. C'est comme si la seule solution qui existe, c'est de passer aux armes, c'est de détruire, c'est d'écraser en fait les gens. C'est comme si derrière tout ça, il n'y a pas de vie. Mais les Syriens, au début, quand ils sont sortis dans la rue, ils sont sortis pendant 4 mois au cri de Selmiya, Selmiya, et ils se faisaient tirer dessus comme des lapins de l'autre côté. Exactement, il y avait un mouvement à la base pacifique. Donc, que Bachar al-Assad a empêché en fait d'émerger, de chercher, au lieu d'y aller en fait vers ce peuple pour chercher en fait une solution pacifique, une transition démocratique, lui il a refusé, il a fermé toutes les portes. Donc quand on ferme les portes au peuple, quand on ferme la porte en fait à toute revendication démocratique, je pense que le résultat ne peut pas être autre chose que ça. C'est pour ça que nous on fait appel à nos oligarques de ne pas rester en fait dans leur position, la position actuelle, fermer toutes les portes, empêcher le peuple de s'exprimer, emprisonner les gens qui, pour un simple commentaire sur Internet ou une image. Ben justement, nous y arrivons. Internet, la mort de Mohamed Tamalt, la mort du journaliste freelance Mohamed Tamalt. La mort, certains ne veulent pas que nous disions la mort ou le décès, ils disent l'assassinat de Mohamed Tamalt. Donc je vous laisse en parler librement, bâton rompu. Tout d'abord, moi je présente mes condoléances pour sa famille et je trouve déplorable qu'en 2016, dans un pays comme l'Algérie, il y a des gens qui meurent pour leurs idées. D'ailleurs, rien ne mérite la mise à mort d'un homme pour ses idées ou pour autres. Je pense que le régime en place, le régime vieillissant et finissant, il peut envoyer un signal très fort dès maintenant, dès aujourd'hui. Premièrement, c'est de libérer tous les journalistes et tous les prisonniers politiques ou ce qu'on appelle les prisonniers d'opinion. Et de deux, proposer un projet de loi
Mais il y a un projet de loi. Je vais vous donner quelques informations. Absolument. Avant, il y avait un dispositif légal qui punissait des journalistes de prison lorsqu'ils diffamaient, entre guillemets. Puis après est venue de nouvelles dispositions constitutionnelles qui font qu'on ne peut plus mettre de journalistes en prison, quoi qu'ils écrivent, quoi qu'ils disent. C'est la loi, c'est la constitution, c'est la loi fondamentale du pays. Or, malgré ça, la juge a mis en mandat de dépôt Mohamed Tamat après qu'il ait été arrêté et torturé. Et un autre juge l'a condamné à 2 ans de prison, ferme. Absolument. Et donc, lui a entamé une grève de la faim qui a conduit à sa mort. Et on dit qu'il aurait reçu la visite en prison de gens qui sont venus le torturer et lui faire subir des sévices que je ne peux même pas dire ici, qui auraient poussé à se taper la tête contre le mur et qui aurait en fait été la principale cause de son décès. Et justement, je pense qu'il faut une vraie mobilisation déjà à l'intérieur du pays. Quand on voit, par exemple, moi je ne suis pas un militant ni un observateur du FFS, qui se déchire pour des problématiques internes, ils peuvent aussi, comme un leader d'opposition, justement, de mobiliser pour mettre toute la lumière sur cet assassinat. Absolument, je suis tout à fait d'accord, c'est un assassinat. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, je pense aussi même en France, la mobilisation, elle est médiatique, elle est sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, il n'y a pas vraiment de mobilisation. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. Je vois des gens qui se mobilisent sur Facebook, sur Twitter. Ils ont fait des gens ont appelé à des manifestations devant l'ambassade de Paris. Il y a eu 10 chats. Absolument. Mais je pense, je vais juste finir sur ça. J'aimerais qu'on aille un peu vite parce qu'il y a d'autres sujets. Je vais finir juste sur ce point. Des manifestations à l'ambassade d'Algérie en France, il y a à peu près une manifestation par semaine. Et le résultat, oui, mais il y a toujours 4-5 personnes, absolument. 10 personnes. Oui. Donc il n'y a pas aussi de leader aussi en France capable de mobiliser cette colère des Algériens. C'est peut-être ça, là, en fait. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas de leader. J'aimerais que vous alliez un peu vite parce qu'il y a d'autres sujets. Oui, je tiens tout d'abord en fait à présenter toutes mes condoléances en fait à la famille de Mohamed Tamat et à ses proches. C'est quelque chose de touchant en fait quand un journaliste comme ça perd la vie de cette manière. C'est vrai, le seul responsable de cette mort ou assassinat ou décès, c'est l'État algérien. Il faut le dire haut et fort, c'est-à-dire que c'est la première fois, c'est la première fois depuis que l'Algérie en fait. Depuis l'indépendance de l'Algérie, qu'un journaliste meurt de cette façon. Donc c'est très très grave et en même temps ça nous donne en fait à quel point que la liberté d'expression dans notre pays elle est très très restreinte et une chose et quelque chose d'autre à dire, c'est que par rapport à la mobilisation, avant d'arriver à la mobilisation, c'est que nous avons ce qu'on appelle en fait, je regrette qu'il n'y ait pas, apparemment selon mes sources en fait, il n'y a pas, soit c'est la famille qui a refusé l'autopsie de Mohamed Tamat. Non, il y a eu une autopsie. Il y a eu une autopsie. Une autopsie unilatérale décidée par un procureur qui n'avait pas le droit de la demander parce qu'elle s'est faite son lieu de détention et non pas son lieu de décès. Justement. C'est illégal. C'est illégal. Et puis on n'a pas les résultats de l'autopsie. Mais si vous voulez, moi je n'attends rien de... Moi je prends la responsabilité de tous mes propos, je n'attends rien de cet État. Excusez-moi, je n'attends mais vraiment rien de légal en fait. Je n'attends rien de légal sauf que des choses illégales, parce que sans sortir du sujet en fait, quand on voit ce qui se passe en fait avec les diabétiques en fait, avec l'apparition de faux médicaments. Nous allons y arriver. Oui, justement, ne pas parler. Donc donc il est toujours nous n'allons pas pouvoir aborder tous les sujets si vous n'allez pas vite. Voilà. Il faut aller au cœur du sujet. Pour la mobilisation, c'est toujours on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas. Il n'y a pas une mobilisation, soit à Paris, soit à Alger, soit pas. Voilà. Oui, je reviendrai sur ça parce qu'à chaque fois on parle. On parle pourquoi il n'y a pas de mobilisation, comme s'il n'y a pas de militants. En fait, moi je suis un militant du terrain. J'ai travaillé avec un syndicat étudiant, on a travaillé ensemble quelques années. Le problème, c'est que les gens, ils sont bloqués par saturation. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement d'injustices, il y a tellement de choses qui ne marchent pas normalement, comme
dans tous les pays démocratiques, les gens ne veulent plus bouger. C'est-à-dire l'injustice, Ça ne c'est veut pas banalisé. dire que les gens, ils ont Ça, c'est accepté. banalisé. Voilà, et c'est banalisé. Moi, quand je vois... je reviendrai, hein, je vais faire une parenthèse après sur Ouihia, qui parle en fait d'un médicament comme du soi-disant médecin, comme un charlatan, alors que c'est lui, le conseiller en fait, du président. C'est pour montrer à quel point, même au sein du régime, ils essaient de nous dire, voilà, même nous, on dénonce. C'est-à-dire, ce qu'on fait, nous, même eux, ils le font. Donc, le fait de banaliser en fait tout, donc et même la démocratie, ils parlent de la démocratie plus que nous. Donc je pense que aujourd'hui il faut revenir aux syndicats, aux associations et à tous les militants actifs en fait pour créer quelque chose en fait qui va connecter en fait toutes ces énergies, parce que c'est ça ce qui manque. Et je pense qu'il y a des initiatives, beaucoup d'initiatives qui partent dans ce sens. Il suffit en fait de les conjuguer pour se mettre en place. Et Farhat Aitali, nous ne passons plus d'images puisque nous n'avons pas le temps. Farhat Aitali, sur la mort de Tamalt. En ce qui concerne le regretté Mohamed Tamalt, je n'étais pas très d'accord avec sa conception du journalisme, mais aussi sa manière d'appréhender certains sujets. Mais ceci dit, c'est son droit le plus absolu. Et si on doit s'en tenir au texte de loi régissant ce genre de délit, si délit il y a dans le pays, c'est le 144 bis et le 146 qui ne prévoit pas de peine d'emprisonnement. Et d'ailleurs, si on parle des ministres et d'autres institutions, le 146 ne prévoit même pas l'autosaisine du parquet. Il faudrait qu'il y ait une plainte des intéressés avec constitution de partie civile. Si on parle du président de la République, c'est entre 100 000 et 500 000 dinars. Le parquet aurait dit déjà à la constatation du délit, si délit il y a, même en présence de Mohamed Tamalt en Angleterre, intenter une action et le convoquer le plus normalement du monde pour une citation directe pour l'amende, pas d'emprisonnement. Donc ce qui s'est passé pratiquement en matière de procédure, il y a un vice de procédure monumental dans cette histoire-là, et ça défie pratiquement et les textes de loi et la Constitution actuelle, et c'est contre-productif, même pour les instigateurs. Moi je dirais violation de la loi plutôt que vice de procédure. Non, un vice de procédure est en soi-même une violation de la loi. Quand on parle de vice de procédure, c'est le terme habituel pour désigner une violation délibérée de la loi. Et là, franchement, les gens qui ont fait ça, en plus avec l'emprisonnement, il y a une grève de la faim. Le monsieur, il estimait qu'il était pratiquement dans son droit de réclamer qu'on lui applique la loi. Au lieu de prendre des dispositions pour éviter cette grève de faim et se rattraper, éventuellement le libérant, nous sommes l'État, vous n'êtes pas l'État. Un État, c'est des lois. Un État, c'est pas le pouvoir discrétionnaire de faire ce qu'on veut. Donc, à partir de là, même s'il n'a pas été physiquement frappé ou l'a assassiné, ce qui reste à vérifier de toute façon, il a été quelque part tué. Parce que s'entêter à maintenir un détenu en état grave, physiquement, juste pour imposer sa vision de la loi ou bien imposer sa prééminence en tant que pouvoir est en soi-même une forme d'assassinat. Et ça, c'est vraiment malsain, malvenu et contre-productif déjà, même pour les instigateurs de cette histoire. Les Anglais, ils se sont tus durant toute l'affaire. Je suis curieux d'ailleurs parce qu'ils auraient pu intervenir dès le départ, mais maintenant c'est comme s'ils attendaient d'avoir une vraie carte à tenir. Maintenant les Anglais, donc les citoyens, ils ont une carte. Et ils vont la jouer. Nous avons vu ce que les Français ont soutiré comme milliards d'euros avec l'histoire de Tibérim, et nous allons voir maintenant ce que les Anglais vont commencer à nous chanter avec cette histoire de Mohamed Tamalt. Ce qui se passe dans ce pays, c'est que des bureaucrates ont été promus à des postes auxquels ils n'auraient jamais dû arriver. C'est des postes politiques. Un bureaucrate n'a rien à faire en politique. Dès qu'il arrive en politique, il croit qu'il est devenu un directeur général super puissant, plus puissant qu'avant quand il était dans son ministère candidat
directeur. Et là, ces gens-là ne connaissent pas la loi. Ils ont l'habitude avec leurs subalternes de légiférer par papillon, par coup de téléphone, par combine, par conspiration. Eh bien, cette mentalité, quand on les met en politique, ils la trimballent avec eux et le résultat, il est là. Il est calamiteux pour l'Algérie, et il est surtout calamiteux pour l'intéressé d'ailleurs, mais pour les 40 millions, parce que là, franchement, si la loi ne protège plus les citoyens, les 40 millions, ils ont l'air de vivre où exactement? Merci. Restez avec nous, Vrata Italie. Nous allons maintenant aborder le dernier sujet, celui de l'affaire de Rahmat Tarabbi de Zaïbat, Tawfiq. Il ne reste plus de temps, donc vous aurez à peu près 1 minute chacun pour en parler. Ah oui. Maximum, malheureusement. Écoutez, c'est déplorable ce qui se passe. D'abord, ça démontre 2 choses. La première chose, c'est l'État algérien incapable de faire une quelconque vérification sur un médicament en circulation. Donc je pense aujourd'hui il faut saisir l'Organisation mondiale de la santé, parce que peut-être on aura d'autres médicaments. Ça, il a été retiré de la Oui, de la mais peut-être qu'on a d'autres. Ouais. On en a d'autres de ce type de médicaments en circulation sur le marché algérien. Et maintenant, il a été transformé en complément alimentaire. Absolument, pour sauver un petit peu là. Et puis il y a une deuxième chose qui me dérange un petit peu, c'est le nom. Rahmat Tarabbi. Absolument. Qu'ils ont mis en boîte. On instrumentalise un petit peu Dieu pour un médicament qui n'a même pas... C'est le béaba de l'escroquerie. Absolument, absolument. Mais moi, je me pose la question sur la défaillance de l'administration algérienne. Elle était complice, c'est pas qu'une question de défaillance. Oui, elle était partie prenante, c'est elle qui a fait la promotion du produit. Absolument. J'ai appris que ce monsieur ami avec le ministre, c'est un ami. C'est ce qu'ils disent, oui. Et puis il explique même, c'est très drôle d'ailleurs, qu'il n'a pas besoin d'être diplômé, enfin des Paris. C'est un docteur autoproclamé. Après, il dit, quand il s'est avéré qu'il n'était pas diplômé. Et il a commencé à expliquer qu'il n'y avait pas besoin de diplôme pour inventer un médicament. Et ça reste quelque chose quand même de très déplorable pour ce qui se passe en Algérie. Je pense que ça démontre quand même un malaise au sein pas que de l'administration algérienne, mais aussi de la psychologie des Algériens eux-mêmes qui ont besoin d'exister, parce que docteur autoproclamé, en plus il a choisi d'excellentes universités, celle de Genève. et Fribourg. Et Fribourg, absolument. Ouais. Donc déjà, il est très arrogant. Et puis il explique qu'il n'y avait pas besoin de diplôme pour inventer un médicament. Oui, personnellement, enfin, voilà, cette affaire, en fait, le jour en fait où j'ai entendu qu'il y a ce médicament, en fait, je ne sais pas, en fait, j'ai immédiatement en fait imaginé ce scénario, parce que je savais en fait, je savais qu'on va arriver à ce point en fait d'arriver. Je savais, c'est une affaire à l'image du pays, à l'image de la société, à l'image de l'absence. Régime surtout. Ah oui, j'arrive à l'image de l'absence totale de l'État. Donc aujourd'hui. Donc ça, c'est encore une preuve que l'État est totalement absent. Donc on n'a pas d'État aujourd'hui. On n'a pas d'État. Il faut le dire. Il ne faut pas non plus dire ouais, on n'a pas d'État. Donc c'est quelque chose. Moi, je me pose des questions. Que fait ce monsieur en fait encore aujourd'hui? Il est en totale liberté en fait. Il n'est pas mis. Mais si tant est qu'il faut le poursuivre, la première personne qu'il faut poursuivre avant lui, c'est le ministre de la Santé qui a fait sa promotion. Et le ministère du Commerce aussi. Il faut les poursuivre. Et encore une chaîne. Le ministère du Commerce a retiré le produit. Oui. Pour dire les choses comme elles sont. Et encore la chaîne en fait. Il faut dire que les médias dans notre pays, ils jouent un rôle important. Oui, moi, si aujourd'hui je dis quelque chose et j'incite à la consommation de quelque chose, ou j'insiste à la participation, donc moi, personnellement, j'engage ma responsabilité. Un dernier mot, donc je dis le nom de cette chaîne, il s'agit de la chaîne des Chourouk. Moi, je pense que c'est vraiment un danger pour notre pays. Donc il faudrait prendre... Moi, ce que je ne comprends pas, parce qu'à la base, un médicament doit passer en fait par plusieurs étapes pour arriver à la commercialisation. Oui. Parce qu'on ne vient pas mais comme eux, ça. Ils disent que ce n'est pas un médicament. Donc là... ils disent ça tout simplement parce que... Après l'avoir présenté comme médicament. Parce que ça montre que le système, il est complètement défaillant. Et pour échapper à la justice, parce que, justice entre parenthèses, tant qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, donc on ne peut pas parler de la justice. Effectivement... quand il était wali, le ministre actuel était ami avec ce médecin, ce charlatan. Donc à la base, moi je fais une petite comparaison avec l'Union européenne par exemple. Pour commercialiser
un médicament, il faut plus de 4 ans. 4 ans pour commercialiser un médicament. Donc, d'essais, je de pense procédures, que de c'est vérification. compliqué, ouais, le rapporteur, Ouais, rapporteur. ouais. En fait, il y a des procédures très très complexes. Très lourdes, ouais. Donc, il y a en fait des pharmacies qui rentrent pour valider en fait le médicament. Je pense que le fait de passer toutes ces étapes en fait sans contrôle, donc ça montre la défaillance en fait de tout un système. Donc, ils ne peuvent pas gérer. Et il nous montre que ce système-là est défaillant et est arrivé à sa fin, mais il insiste, il persiste et il essaie en fait de garder le pouvoir coûte que coûte. Et c'est ça ce qui est triste et c'est ça ce qui est... Farhat Itali. Alors, avant que... au début, le ministre avait présenté le produit comme étant un médicament. Hein. Il avait même dit qu'ils avaient fait des essais sur les gens, qu'il avait affirmé, il a pris pour lui, de dire qu'il était très efficace, que l'Algérie allait gagner beaucoup. Et après, il a dit que le médicament avait été lancé dans une procédure de test. Mais ce qu'il ne nous a pas dit, c'est qu'il s'est bien gardé de nous dire, c'est que ces tests ont vite... dit que ce médicament n'en était pas un, puisqu'il n'y avait pas de molécule dedans, qui n'avait rien de médicament. Et là, ils ne nous ont pas donné les résultats. Ces résultats-là, ils sont juste en catimini entre eux, décidés à le transformer en complément alimentaire. Et nous connaissons la suite. Alors, votre avis, Farhat Itali? Si Jamal, dans cette histoire-là, il y a 4 parties. Il y a le ministre, le laboratoire, pas celui de Zaïbat, le laboratoire, le vrai, celui qui est censé avoir produit ce fameux médicament complément, appelez-le comme vous voulez, si ça se trouve, c'est de la poudre de pirlimpinpin. Il y a un média lourd dans l'histoire, bien sûr Zaïbat. Ces 4 parties-là, moi je pense que la partie la plus visible de l'iceberg, en l'occurrence de Sieux Zaïbat, qui est mythomane de son état, et la mythomanie est une maladie. Ce n'est pas, à franchement parler, de mon point de vue, l'instigateur du coup. C'est quelqu'un qui avait vraiment le profil de l'emploi pour lancer une combine. Ça a tout l'air d'être quelque chose de monté par un véritable gang, quand même qui nécessitait du pouvoir, de la puissance, mais aussi une logistique. Parce que pour produire 2 millions de boîtes de ce produit pseudo-miracle, il faut quand même des capitaux, il faut un laboratoire, parce que pour transformer un liquide en comprimé, il faut quand même des équipements qui coûtent plus d'1 milliard de dinars. Le chiffre d'affaires attendu des 2 millions de boîtes, c'est 3,4 milliards de dinars, soit 340 milliards. Et comme les fameuses boîtes, c'est à peu près pour 2 mois de consommation, donc vous pouvez vous attendre à 170 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Vous pensez qu'un farfelu qui m'a Hada, il est apte à lancer une machine infernale qui m'a dit? Moi, j'ai comme l'impression que le ministre est beaucoup plus impliqué qu'il ne le dit. Il a menti de bout en bout. Le dernier mensonge, c'est celui où il prétendait qu'après 11 ans, Nahar lui a fait découvrir que Zaïbat n'a jamais fait la Suisse. Moi, je l'ai vu à la première émission, au bout de la 2e minute, je me suis dit que c'était un client pour l'asile le plus proche du coin. Et vous pensez quand même tout de même pas qu'un Weli, devenu ministre entre-temps, il se ferait mener en bateau par ce genre d'hurluberlu? Ça m'étonnerait fort quand même. Vous pensez qu'un laboratoire bien installé, qui fait de beaux chiffres d'affaires à Constantine, va se retrouver embringué dans une aventure avec ses propres capitaux, parce que Zaïbat n'a pas de capitaux. Cette histoire-là relève de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale, elle ne relève pas des spéculations journalistiques, où on a des discours politiques à l'emporte-pièce. Le chef de cabinet du président qui dit que Zaïbat c'est un voleur, c'est le seul voleur quoi. Eh ben Zaïbat, dans cette histoire-là, je ne pense pas que ça soit vraiment un voleur, même s'il n'est pas du tout honnête le monsieur. Un mythomane ne peut pas être honnête. Merci, mais je ne pense pas qu'il soit la tête de lance. Merci Farhat Itali. Merci chers amis, Nassim Rabhi, Zindine Chenna, Tahar Sisrir. Merci à vous. Vous vouliez dire quelque chose avant de rapidement? Je voulais faire en fait un appel aux dons pour notre camarade Amar Diden. C'est un militant associatif. C'est quelqu'un qui a milité en fait toute sa vie. Et maintenant, il se trouve que la maladie en fait, où je pense qu'il y était pour se soigner dans je ne sais pas quel hôpital et on a massacré en fait son estomac. Donc maintenant, il veut qu'on l'aide. Et il demande à qui doivent être adressés les dons?
Les dons, je vous donnerai les numéros si vous voulez. En fait, vous avez une page Facebook pour qu'on vous contacte les gens? S'ils veulent, ils peuvent contacter en fait Ammar Didan sur sa page Facebook ou Saïd Ould El Hadj. Ammar Didan ou Saïd Ould El Hadj. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.